Cette vidéo, montée à partir des diapositives de mon ascension de Chomolungma, raconte ma première tentative d'atteindre le sommet en 1989, puis l'ascension réussie le 7 octobre 1992. Elle a pour but de partager le souvenir de l'extraordinaire instant d'éternité que j'ai vécu seul sur le toit du monde, quand j'ai rêvé d'un strapontin pour du doigt toucher la main de Dieu. Pour arriver au Tibet, nous bondissons sur la ligne médiane du pont de l'Amitié, frontière entre le Népal et le Tibet. Tel est devenu notre camp de base. Nous déchargeons tout l'équipement nécessaire dont les Sherpas vont s'occuper en charge pour les porteurs en altitude. Ces charges sont prévues pour l'altitude et nous fêtons déjà la réussite de ce moment important de répartition de ce que nous avons récupéré à la douane, notamment toutes les cartouches de gaz pour l'altitude, et nous essayons avec les Sherpas, les tentes, le matériel, nous vérifions et partageons dans les différentes charges ce qui va aller au camp 1, ce qui va aller au camp de base, ce qui va aller au camp 2, pour notre progression jusqu'au pied de la montagne. Il faut faire les dernières retouches dans toutes ces toiles avant d'aller manger les super momos de la cuisine tibétaine, sorte de raviolis à la viande ou aux légumes. Pendant que nos Sherpas mettent dans les véhicules les sacs qu'ils ont longuement préparés. Nous les observons, je note un maximum, et bien sûr ça se passe dans la joie et le rire. L'ambassadeur honoraire de Belgique interviewe Chantal Mauduit, une des meilleures alpinistes françaises qui fait partie de notre équipe. Éric Descamps, un grand guide qui participe à notre organisation, rencontre Miss Aulé, que nous surnommions gentiment Miss CIA, puisqu'elle savait tout sur toutes les expéditions à leur arrivée et au retour. Après, c'est la visite de cette fabuleuse cité de Katmandou, à pied, en moto. Et nous déambulons dans le marché du vieux Katmandou. Moi qui adore les légumes, je suis ravi de voir cette débauche, comme chez nous dans nos marchés provençaux. Comment ne pas rendre visite à tous ces temples tibétains dont voici le plus prestigieux, Bodh Nath. Voici un exemple des méfaits de l'urbanisation locale entre la campagne de 1967 et 2022. La marche d'approche commence à travers la partie tropicale pour monter en altitude. Il y a des torrents, il y a de la brume, il y a beaucoup d'inondations. Nos porteurs peinent dans ces éboulis et nous-mêmes nous devons franchir les coupures de la route pour atteindre des zones beaucoup plus stables, et nous rentrons lentement dans ce Tibet auquel nous allons accéder en altitude à 4000 mètres. Au col auquel nous accédons flottent les drapeaux à prière Om Mani Padme Hum pour honorer les dieux des hauts plateaux tibétains. Les rayons de soleil font exploser de beauté et de clarté Tingri et ses environs. Et les pèlerins, les familles attendent avant la visite du Potala, la grande cité-nation du Tibet, dans lequel notre Dalai Lama, encore vivant, a passé sa jeunesse. Elle domine tout le paysage de la vallée de Lhasa. Après la visite de Lhasa, l'Everest, dont le vrai nom s'appelle Chomolungma, se dresse à l'horizon majestueux. Il est couvert de neige, il impressionne. La montagne domine le camp de base.
Nous sommes au pied du glacier du Rongbuk qu'il va falloir remonter pendant 2-3 jours grâce à nos porteurs tibétains et leurs yaks. Ils s'équipent, ils s'organisent. Celui-ci est sympathique avec son ombrelle multicolore. Et dans la grande salle commune, c'est notre état-major qui se réunit pour les repas, pour l'organisation, pour les charges, notamment les charges d'oxygène qui vont être montées en altitude aux différents camps. Il y a un cabinet médical pour voir la perte de poids, la perte musculaire due aux efforts et à cette vie en plein air. Les deux chefs d'expédition décident de la logistique, surveillent ces organisations de porteurs, de yaks, et sous le regard toujours magique de cette montagne qui nous fascine. Et nous revenons au camp de base où nous préparons une cérémonie propitiatoire pour honorer les esprits de la montagne par des prières et des offrandes. La remontée du glacier de Rongbuk est superbe, au milieu de ces pénitents de glace qui nous servent aussi d'école d'escalade. Et nous pouvons installer notre camp de base avancé au pied de la montagne, au pied du col nord. C'est là que, tranquillement, nous nous acclimatons et nous préparons les bagages, les charges, les vies de course pour ces journées en altitude où nous allons commencer à faire des allers-retours. L'oxygène est utilisé, vérifié, puisque ça sera notre survie là-haut. Après ces quelques jours de chute de neige, l'équipe de nos sudistes, un Corse, un Niçois, un Aixois, attendent la future victoire. Il faut monter à ce col vers notre premier camp de très haute altitude. Voici la trace presque verticale qui nous amène plus haut, là-haut. Et dans les passages les plus raides, nous avons installé des cordes fixes. Et grâce à nos Sherpas, nous avons pu monter là-haut les tentes et la nourriture du camp. Et à partir de ce camp, de ce dernier camp, la trace va nous monter au dernier bivouac, là-haut, à 8004, près du sommet. Mais la neige est abondante. Nous piétinons. Les nuits sont exténuantes. Certains décident de s'envoler en parapente. Mais il faut courir, c'est pas facile. Les deux marches sur la dernière arête nous resteront en mémoire comme un objectif inaccessible cette année. La montagne se déchaîne tel un diable avec ses griffes. Le vent souffle. Bonjour Jean-Mi, toi qui connais bien la montagne, qui a été plusieurs fois grand journaliste. Tu vas nous parler de ces démons de la montagne qui viennent déchirer le ciel. Et nous sommes sages. Nous allons redescendre sains et saufs.
Je brandis le drapeau de ma commune du Var, Tourves, au point extrême de notre ascension cette année-là. Par sagesse, nous avons fait demi-tour pour respecter Chomolungma, la déesse créatrice de l'univers. Cette année-là, de nouveau, il faut conditionner notre équipement en fonction de l'avion réservé qui va nous amener à Lukla. Cette piste de terre battue qui domine le précipice est l'entrée dans le pays Sherpa. Il nous faudrait 8 jours à pied de là pour rentrer à Katmandou. La marche d'approche est facilitée et commence maintenant. Nous traversons les forêts de rhododendrons sur lesquelles poussent les fougères épiphytes. Et plus haut, la nature devient austère, la végétation diminue. Nous sommes à 4000 mètres d'altitude. Notre caravane s'étale sur les flancs de la montagne. Nous pénétrons au cœur du pays Sherpa. La Madame Blanc, une des plus belles montagnes au monde, nous voit passer. Plus loin, le massif lui-même de l'Everest, Chomolungma, est encore couvert de nuages. Le mauvais temps a dû laisser se déposer beaucoup de neige. Mais quand nous serons là pour notre acclimatation, le beau temps nous accompagnera, nous aidera. Namche Bazaar, la capitale du pays Sherpa, nous accueille. Nous dormons sur les pelouses devant les lodges, là où nous allons manger. Et de là, nous allons continuer vers ce camp de base sur des ponts suspendus où nous croiserons les habitants qui transportent leurs marchandises, qui, comme cette jeune fille, vont cueillir les plantes pour nourrir le bétail dans les granges. Tout se fait à dos d'hommes et de femmes. Nous voici dans notre nouveau camp de base. Chacun essaye de s'installer confortablement dans sa tente personnelle. Nous allons passer plusieurs semaines au pied de cette cascade de glace qui est la porte d'entrée vers la grande combe ouest. Du Triévose, notre ami, a peint, a illustré ce chien qui nous garde le camp. Camp où nous partageons bien sûr la nourriture, mais aussi la fête sous la protection des divinités, des esprits que nous avons une fois de plus sollicités. Aujourd'hui, c'est la fête. Notre Mexicain est dans les bras de notre Alaskan. Et tout le monde va danser au son des musiques qu'il aime bien. C'est la détente du camp de base. Voici notre équipe internationale qui vient des 4 coins du monde, du Mexique, des États-Unis, du Pays Basque, du Népal, et notre officier de liaison. Les choses sérieuses commencent. Chacun adapte son masque à oxygène, régule les détendeurs des bouteilles d'oxygène. Sous le danger relatif ou le spectacle extraordinaire des avalanches qui viennent du Pumori, sommet voisin.
La nuit, nous sommes comme sur une autre planète et nos tentes illuminées sont comme des modules posés dans l'attente de l'effort futur. Voilà, on se prépare. Nous sommes prêts. La montagne nous accueille avec du beau temps. Il va falloir franchir cette cascade de glace qui avance d'1 mètre par jour et qui offre tous les dangers. Cette cascade de glace est un parcours périlleux, au milieu des crevasses multiples. Comme je le disais, elle avance d'1 mètre par jour. Et sur les gigantesques crevasses, il faut installer des échelles. Parfois, il faut rabouter plusieurs échelles l'une après l'autre pour franchir l'obstacle long. Nous sommes sécurisés par des mains qui servent de rampe. Aucune envie de tomber, aucune nécessité de tomber. Et pourtant, du bas, quelle impression! Il faut faire attention que les crampons ne nous fassent pas trébucher, que les dents des crampons s'installent correctement sur les barreaux des échelles, que ça soit en grimpant ou que ça soit horizontal à travers ces gigantesques et monstrueuses crevasses. Quelques années plus tard, il y a eu un grave accident. Une gigantesque falaise de glace est tombée. Un drame s'est produit sur la montagne. 18 Sherpas sont décédés. Toutes les expéditions ont arrêté pour le travail de deuil, pour le respect de ces êtres d'exception qui nous accompagnent. Sans eux, on ne pourrait pas y arriver. Ce sont des petits hommes d'une très grande valeur, d'une grande gentillesse, d'un courage extraordinaire. Ce sont les meilleurs compagnons de nous autres expéditionnaires. Ils font un travail remarquable. Mon ami guide Michel Pelé a fait un film sur eux qui s'appelle Les Cantonniers de l'Everest. Chaque expédition participe au financement de ces équipes de choc qui tous les jours surveillent l'évolution de la montagne. L'Upomori domine le début de la combe ouest où nous installons le camp 2, qui est un camp relais que nous n'utiliserons plus. Nous irons désormais directement au fond de cette combe, sous la chaleur torride du soleil en plein jour. Nous sommes à 6000 mètres d'altitude. La dernière marche, nous sommes sortis sains et saufs. Nous avons quitté la peur ou l'angoisse du franchissement de cette étape indispensable. Voilà l'entrée de cette combe ouest qui va nous servir d'approche de la montagne. Nous allons installer un camp 3 au pied de la face du Lhotse et puis l'ultime camp. Cette combe ouest est infernale de chaleur, comme un four en plein jour, entre les murailles du Nuptse et les murailles de l'Everest. Ce camp 3, qui va devenir notre camp de base avancé, est rustique. Nous sommes sur les cailloux pour manger, pour discuter, pour se rencontrer. Avec Benoît Chamou,
nous discutons stratégie, tactique. Il va installer, quelques jours avant mon ascension, un tripode au sommet de l'Everest pour mesurer avec des rayons laser l'altitude exacte. Et patati, et patati, et blatati, et blatata, c'est un ski. On se repose au camp. Mais on garde le contact avec ceux qui sont plus hauts, avec ceux qui sont montés avant nous ou qui redescendent. Nous avons eu la chance d'avoir un beau temps constant. La neige n'est pas venue perturber la progression. Nous marchons sur un tapis dur qui facilite l'ascension. Les Sherpas auparavant avaient installé des cordes fixes. À certains endroits plus scabreux, nous pouvons nous aller dessus jusqu'à ce col nord où il n'y a pas grand monde. Il est considéré parfois comme la plus haute poubelle du monde quand la neige a été balayée par le vent et que les traces des camps précédents laissent leurs déchets et leur saleté. De ce camp, je suis parti tout seul, en pleine nuit, avec de l'oxygène. Pour monter, il me restait 800 mètres. Voilà quelques photos d'expéditions précédentes sur l'arête finale, avec la petite paroi rocheuse qu'on appelle Hillary Step, la marche d'Hillary. Et c'est là que, plusieurs années plus tard, voilà le tripode de Benoît Chamou. Plusieurs années plus tard, il y a eu des gros embouteillages d'ascensionnistes pour le sommet. J'étais tout seul, j'ai fait des selfies, mais j'ai surtout fait une photo du bob, le Tom Tip, qui est le bob du bar de mon frère à Avignon. À l'horizon, les plateaux secs du Tibet. À gauche, la chaîne de l'Himalaya. Je chevauche l'univers. Je chevauche l'érection de l'Himalaya, qui est l'affrontement de la plaque tectonique indienne contre la plaque asiatique. Et le fond de l'océan Téthys a surgi des profondeurs pour créer la grande chaîne Himalaya. Nous sommes au cœur du massif, au cœur de la chaîne. Ce n'est que strapontin du ciel dressé vers là-haut. Bientôt, nous allons atteindre le Faîte. Toutes les montagnes aux alentours s'aplatissent. Nous les dominons. Voici le grand glacier du Rongbuk que 3 ans avant, nous avons franchi pour essayer de venir par le nord. Du sommet, les petits 6000 du Tibet. Voici la combe ouest, vue de là-haut. Est-ce que je me reconnais? Est-ce que je suis encore vaillant dans le trouble de l'ascension, dans le trouble de la vapeur de ma tente où j'ai fait réchauffer la soupe? Tout au long, vers l'est, le dernier sommet de la chaîne himalayenne, le Kanchenjunga, le numéro 3 des plus hauts sommets du monde. Ici, c'est le Makalu, avec son fabuleux pilier ouest gravi par les Français. Expédition nationale.